Bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. Dans la région des Bois-Francs, le syndicat de l'enseignement réagit aux résultats d'un sondage sur l'interdiction du cellulaire à l'école. À Cap-Saint-Ignace, une journée d'innovation et de transition pour les entreprises manufacturières. À l'île aux Coudres, la boulangerie locale restera locale. À Montjoly, soutenir les producteurs locaux signifie également soutenir sa distillerie locale. À Saint-Jacques-de-Leeds, on souligne la Semaine des bières de micro du Québec. À Chandler, on relance le tournoi de golf du maire pour soutenir les organismes communautaires. À Ormstown, première mondiale du film Des arbres et des arts du réalisateur André Desrochers. Et pour commencer cette émission, on va parler de pêche à homard, dont la saison vient tout juste de commencer, et Valérie Pinault de Télévague était à la bénédiction des homardiers qui prenaient la mer pour la première fois à Saint-Godefroy. Aujourd'hui, le 26 du mois d'avril, nous sommes à Saint-Godefroy, sur le quai de Saint-Godefroy ici. Et comme vous le voyez, ça jase un peu à côté, oui, c'est correct. Ce sont des pêcheurs qui sont en train de s'apprêter pour la pêche. Aujourd'hui commence officiellement la pêche. Les bateaux sont déjà... Les moteurs sont en train de tourner, les cages sont disponibles sur le quai, les pêcheurs sont en train d'arriver et voilà. La télévision Télévague aussi est là. Moi, en tant que curé, je suis là pour bénir les pêcheurs et les bateaux. Il y a 2 ans, quand nous avons fait la bénédiction, les rumeurs, j'ai eu quelques commentaires qu'il y a eu suffisamment de homards que vous avez ramassé, vraiment ramassé. Alors nous remercions le Seigneur qui nous a comblés de si grands biens. Et nous allons tout de suite écouter un évangile qui nous parle de la pêche. Puis après, nous allons avoir une prière d'intercession et la prière finale de bénédiction. Alors, prions. Dieu qui depuis toujours et qui règne sur la création, gloire à toi pour la terre et pour la mer, l'immensité des océans, la profondeur des mers et le fracas des flots magnifient ta grandeur. Le frissonnement de la vie dans les eaux exalte ta puissance créatrice et ta providence pour les humains. Accorde à ceux qui vont en mer un temps favorable, un esprit paisible et le retour sain et sauf à bon port. Et que ceux qui naviguent sachent reconnaître l'auteur de ces merveilles et te bénissent à jamais. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Ben, on est tout le temps anxieux d'aller parce que c'est notre métier, puis c'est notre passe-temps, puis c'est notre amour qu'on aime. Puis, on est heureux, puis on est choyé, puis on est béni aujourd'hui d'avoir une belle journée pour les métallos qui est très important pour tous les pêcheurs. La première journée que ce soit beau pour mettre des cosiers à l'eau. Combien de journées vous allez sortir en mer? Notre saison dure 68 jours consécutifs. OK. Vos quotas cette année, c'est comment? Ben, nous autres, la pêche de mort, c'est pas par quota, c'est capture, pas capture, plus que sans limite.
tout ce qu'on peut capturer. On n'a pas des quotas comme les autres pêches, comme le crevette puis le crabe. C'est la pêche compétitive. Puis le prix du homard cette année, c'est... On ne sait pas encore. 2 ans passés, le curé Pascal est venu avec l'idée, il m'a rapproché avec cette idée-là. Puis ça avait bien marché. Cette année-là, on a une saison rough, mais très fructueuse. Puis il m'a rapproché encore pour revenir. Ça veut dire on voudrait remercier Father Pascal. Sylvana Suarez de la Télévision de l'Érable rencontre Sonia Laliberté du syndicat de l'enseignement des Bois-Francs pour discuter d'un sondage sur le cellulaire à l'école, sondage auquel ont répondu pas moins de 7000 enseignants. Il y a eu une consultation pour savoir si les enseignants sont d'accord avec une idée, une initiative de l'interdiction des cellulaires dans les écoles de la région. Alors, parlez-nous, s'il vous plaît, de ces consultations. Quand est-ce que vous l'avez faites et pourquoi? Alors, oui, on a fait une consultation au niveau national. Ce n'est pas seulement ici le syndicat d'enseignement des Bois-Francs. Donc, il y a 7000 enseignantes et enseignants qui ont répondu à la consultation organisée par la FSE à cet hiver. Donc, il y a ici 255 personnes, enseignants, enseignantes du syndicat d'enseignement des Bois-Francs qui ont participé à cette consultation-là. On ne peut pas dire ils viennent de quelle école, là, mais on a 250 personnes qui ont participé à la consultation. Au niveau des résultats, principalement, il y avait une question qui portait sur l'interdiction du cellulaire à l'école. Vous savez, il y a déjà une directive ministérielle qui interdit le cellulaire en classe. C'est assez récent, sauf pour des fins pédagogiques. Mais il y a quand même, la Fédération des syndicats de l'enseignement a voulu avoir l'opinion des enseignants par rapport à l'interdiction du cellulaire à l'école. Donc, c'est à peu près autour de 70 % des enseignantes et enseignants de notre syndicat que nous représentons qui sont favorables à l'interdiction du cellulaire à l'école. On a aussi questionné les enseignants sur la possibilité d'avoir une majorité numérique, donc avoir un certain âge avant de pouvoir, par exemple, accéder aux réseaux sociaux. Et il y a quand même la moitié des enseignants là, qui étaient favorables à une majorité numérique à l'âge de 16 ans, puis à peu près le tiers à l'âge de 15 ans.
Donc, 15-16 ans, là, on a vraiment plusieurs enseignants qui seraient en faveur d'une telle directive. Et pourquoi est-ce que les enseignants, en général, pensent que c'est important d'interdire les cellulaires? Quels sont, pour eux, les problèmes qu'il y a de ces... Bien, avant d'aller pourquoi c'est important de l'interdire, il faut savoir que c'est quand même, on en ressort des éléments positifs, des avantages dans les classes. Parce que quand c'est bien encadré, il y a vraiment des points positifs à avoir le cellulaire. Pas nécessairement le cellulaire en classe, mais les écrans, parce qu'on a aussi sondé sur l'utilisation des écrans. Donc, puis quand on parle d'écran, on parle de tout. On parle de la tablette, on parle de la télévision, on parle du tableau interactif, tout ça. Et bien sûr, l'accès à Internet offre aux enseignants une vaste panoplie de ressources pédagogiques. Et il y a quand même des atouts parce que parfois, sur certaines plateformes, on peut respecter le rythme d'apprentissage des élèves, aller un peu plus vite, un peu moins vite, cibler la progression des élèves aussi, puis alors à ce moment-là, leur proposer des activités qui sont soit reliées à leurs forces ou à leurs défis pour être capable d'aller selon leurs propres besoins. C'est aussi utile, les cellulaires ou les écrans, pour les élèves qui ont de la difficulté, les élèves en difficulté d'adaptation, d'apprentissage, par exemple, qui ont besoin pour faire leurs tâches, d'un portable, par exemple, d'un ordinateur portable, qui va leur permettre de faire une tâche qui n'aurait pas été possible de faire autrement. Donc, en partant, il faut savoir, puis il faut être capable aussi de laisser ce jugement-là professionnel aux enseignants, de dire, bien, ça a du positif aussi. Non seulement ça a du positif sur l'enseignement, mais dans la société en général, les jeunes d'aujourd'hui, encore plus que nous, auront à travailler avec les outils technologiques. Donc, il faut développer cette compétence numérique-là, apprendre à naviguer sur Internet, apprendre à questionner les sources d'information, la crédibilité des sources d'information. Alors, tout ça, ça s'apprend. Puis si on veut apprendre le numérique, bien, il faut utiliser le numérique. Là où c'est plus... Il y a des dérives, c'est quand c'est pas bien encadré. Puis quand je parle de quand c'est pas bien encadré, quand chacun a son propre cellulaire, puis c'est pas les outils technologiques de l'école qui sont bien paramétrés, bien, là, il y a beaucoup de distractions. Seulement de l'avoir, c'est prouvé, là, c'est de l'avoir sur le coin de son bureau, puis d'avoir une notification, d'avoir une tentation d'aller sur un jeu en ligne, par exemple, ou d'aller sur les réseaux sociaux. Ça occasionne beaucoup de distractions et on voit là, une baisse de concentration, d'attention, qui par la suite, bien, il y a tout cet aspect-là de décrochage sur tout le reste qui se passe au niveau de la classe. C'est sûr qu'on a aussi tous les enjeux de plagiat, parce que c'est facile de transmettre des copies de travaux, tout ça. C'est aussi un enjeu qui amène les enseignants à dire, bien, on devrait se limiter puis encadrer les choses. Il y a la protection des données confidentielles aussi, parce que les jeunes d'aujourd'hui transmettent beaucoup. Il faut faire attention, transmettre des informations confidentielles. Ça fait que c'est aussi un enjeu. Mais surtout, ça a un effet néfaste sur la santé. Là, quand on utilise à outrance du temps d'écran, c'est prouvé qu'il y a, au niveau physique, des fois des troubles de vision, on a des maux de tête, des troubles de la posture, mais on a aussi, ça a un impact sur la santé mentale avec l'augmentation de l'anxiété, l'augmentation du stress. Et ça crée de l'isolement social. Puis je vous dirais, là, quand on essaie de... Quand on pense que ce serait bien de limiter le téléphone dans l'école, c'est vraiment ça qui vient faire... qui vient préoccuper les enseignants. C'est qu'on a juste à se promener dans un vestiaire ou dans une salle de regroupement au secondaire pour s'apercevoir que les jeunes, ils sont sur leur téléphone, puis il n'y a pas beaucoup d'interactions entre eux. En tout cas, il y en a moins. Et ça, c'est préoccupant.
Donc, ça fait partie pour les personnes qui sont en faveur d'une règle ou d'une diminution du téléphone, de l'utilisation du téléphone cellulaire dans l'école. Ça fait partie de leurs arguments. Est-ce que les élèves connaissent de ces consultations? Est-ce que vous avez fait déjà comme une approche aux élèves pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent? On n'a pas fait cette consultation-là. Nous représentons les enseignants. C'est sûr qu'il y aura de la réticence parce qu'eux autres, ils sont nés avec cet élément-là. Puis on arrive avec des adultes qui leur disent un peu qu'ils savent, eux, ce qui est bon pour eux autres. Mais c'est un peu ça, le but de la société. Puis notre objectif, c'est de faire profiter de notre expérience. Puis on le sait que si on ferme les cellulaires, bien, il va y arriver des choses humaines possibles. Alors, non, on n'a pas fait d'approche, mais on verra aussi avec l'expérience de Monique Proulx comment ça sera reçu. Est-ce que pour le moment, vous avez pensé peut-être à des alternatives pour limiter un peu l'usage du cellulaire dans les écoles? Ou pour le moment, ça va rester comme ça fait longtemps? Là, pour l'instant, on mise sur l'information, la sensibilisation et l'information sur le pouvoir que l'équipe école peut se donner. Parce que nous, en tant que syndicat, on n'a pas ce pouvoir-là d'aller dicter. Est-ce que c'est au ministre de faire cette directive-là? Est-ce que c'est aux dirigeants du centre de service? Est-ce que c'est... Là, actuellement, ce que prévoit la loi, c'est que quand on veut modifier le code de vie d'une école, bien, ça se passe avec la collaboration du personnel, ça se passe au conseil d'établissement de chacune des écoles. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment à ce niveau-là. Comment est-ce que les syndicats d'enseignants soutiennent justement les enseignants pour éviter toutes les distractions qui amènent les cellulaires dans les écoles? De quelle façon? Dans le fond, la façon dont on soutient les enseignants, c'est beaucoup de porter leur voix. Donc, le sondage, les prises de parole, les représentations politiques, tant au niveau du centre de service qu'au niveau du gouvernement. Ça, c'est la façon dont on porte leur voix. Maintenant, s'il y a des problématiques particulières, bien là, on va répondre à leurs questions, on va les orienter aussi, on va les accompagner dans ce sens-là quand il y a des problématiques, plutôt sur la dérive. Parce que quand ça va bien, là, et on n'a pas besoin de les soutenir parce qu'il y a des choses positives qui se font, mais quand il y a atteinte à la vie privée, par exemple, quand il y a une problématique plus grande, bien, on va les soutenir dans ce sens-là en les orientant dans les bonnes ressources. Dans Montmagny-Lillet, les représentants des entreprises manufacturières ainsi que les représentants des différents organismes de développement économique se sont rencontrés à l'occasion d'une journée portant sur l'innovation et la transition numérique. On écoute un reportage de Mario Lacombe de CEMA TV. Jeudi se tenait au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace la journée Innovation et transition numérique. Madame Martine Lelier, coordonnatrice au développement économique de la MRC de Montmagny, nous en parle. Bonjour. C'est une journée qu'on a décidé d'organiser dans le contexte économique et politique actuel. On savait que nos entreprises avaient besoin d'être accompagnées. Donc, c'est une journée où on a 17 vraiment intervenants dans le développement économique, des experts en robotique, automatisation, en intelligence artificielle, qui viennent pour les accompagner dans leur démarche, pour permettre aux entreprises de continuer à avoir une belle croissance et d'avoir des projets nouveaux aussi. J'ai aussi demandé si cette journée s'adressait aux organismes privés. Madame Lelier. Non, cette fois-ci, la journée était vraiment pour tous les intervenants. Il y a le côté financier, il y a le côté comme Investissement Québec, des réseaux de vision industrielle, mais c'était vraiment tous les intervenants. Et non, il n'y avait pas d'entreprise privée, mais parmi les participants, il y en avait plusieurs qui sont venus réseauter justement. Monsieur Sylvain Thibouteau, directeur développement économique de la MRC de Lillet, nous parle maintenant du but d'une telle journée. Effectivement, la journée, on l'a pensée pour rapprocher les entrepreneurs des services qui sont courants en innovation puis en amélioration de la productivité. On sait que c'est des thèmes à la mode, l'innovation puis la productivité, mais c'est plus que ça. Là, c'est non seulement un thème à la mode, mais c'est une obligation pour les entreprises maintenant
s'ils veulent croître, de s'intéresser à ces items-là. Et ce qu'on souhaitait, c'est justement qu'il y ait un dialogue entre les intervenants, les organismes qui accompagnent les entreprises en innovation puis en amélioration de la productivité et les propriétaires d'entreprises pour qu'ils puissent se mettre en action. En terminant, Mme Mireille Thibault, directrice générale au Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, nous parle de la participation. Du côté du CA Montmagny-Lillet, on est très heureux d'être en partenariat avec toute cette belle brochette. Alors, ça serait important de souligner que tout ça est rendu possible grâce à Service Québec. Et un merci tout spécial à la directrice locale, Jacinthe Daigle, et à Marie-Josée Bougie. Nous sommes également avec René Bolduc de Chaudière-Appalaches Économique. On travaille en partenariat également pour cette journée qui s'est tenue hier avec nos deux chambres de commerce. Alors, Nicole de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny et Nancy Dubé pour la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Nous avons alors les deux MRC en partenariat, mes collègues juste à côté et nous au CAE. Alors, c'est une très belle activité de partenariat et c'est comme ça qu'on va faire face aux défis mondiaux et aux défis locaux, tant de main-d'œuvre qu'économiques. Mario Lacombe à Cap-Saint-Ignace pour CEMA TV, Information. À l'île aux Coudres, la boulangerie locale, qui est une véritable institution, demeurera locale, car c'est un insulaire qui prendra la relève de cette entreprise fondée en 1945. On écoute un reportage de Mathieu Larivière de TVCO. Un passage à l'île aux Coudres n'est jamais vraiment complet sans un arrêt à la boulangerie Bouchard, qui existe dans la municipalité depuis 1945. Après 19 ans à la barre du mythique commerce, la propriétaire Noël-Ange Harvey a décidé de passer le flambeau. On s'est fait un cadeau de la vie, je pense. J'ai cherché pendant longtemps quelqu'un qui avait le sens du patrimoine bâti, puis qui était capable de prendre une business avec tout son cœur. Pas parce que j'ai pas eu des offres pour la vente, mais je pense que ce que c'est qu'on fait ensemble, c'est du made in l'île aux Coudres. Fait qu'on transfère de l'île à l'île pour que la continuité se fasse, puis que le patrimoine bâti, il reste debout. C'est ça l'important. Francis Boudreau, nouveau propriétaire fièrement coudrillois, explique les raisons qui ont suscité son intérêt pour la reprise de l'établissement insulaire. Moi, j'ai travaillé ici aussi en étant étudiant, dans le temps, avant que Noël-Ange soit propriétaire avec Léonard puis Alfredine, le fils à Pascal Bouchard. J'ai travaillé quelques années avec eux, des étés de souvenirs qui sont tatoués là, dans moi. L'idée a germé, restait là. Puis j'ai lancé dans l'univers, puis j'ai toujours dit à un moment donné, je vais l'avoir, la boulangerie, ça va être à moi. Puis, tout bonnement, l'an passé, presque à pareille date avec notre signature de transaction, lors d'une assemblée où on était ensemble à cette même place-là, j'ai dit, écoute, Noël-Ange, moi, mon rêve, c'est d'avoir la boulangerie. Fait puis à partir de là, on a travaillé ensemble dans la dernière année pour aboutir à aujourd'hui à la transaction, à la passation. Madame Harvey estime que le choix de Francis Boudreau se voulait tout désigner pour assurer la pérennité de la boulangerie. On a une similitude dans nos rêves, parce que moi, ça m'a pris 10 ans. Moi aussi, je l'ai lancé dans l'univers en 97, puis ça m'a pris 10 ans. Puis lui, bien, il a rêvé pendant 10 ans, mais ça a pris 10 mois. 10 mois pour dire... Le chiffre 10, c'est important dans nos vies. Pour nous autres, là, il y a une connexion qui s'est faite naturellement. Puis dans ce savoir de partage-là, bien, il était intéressé à ça. Les commerçants soutiennent que la passation de l'entreprise se réalisera sur une période transitoire. Ça va être une transition tout en douceur parce que moi, je m'en viens pas ici à temps plein non plus pour le moment. Je garde mon emploi du côté de Baie-Saint-Paul, mais on va faire une transition, un transfert de connaissances petit à petit pour pas bousculer rien puis tout changer non plus. Tu sais, on a une équipe solide en place qui est là, qui est
qui restent là, c'est tous les mêmes employés, fait que c'est beau à voir, puis ils tiennent le fort, sont capables de faire rouler cette belle boulangerie-là. Sans vouloir tout dévoiler dès sa première journée en poste, le nouveau propriétaire admet toutefois avoir des idées pour les années à venir. On va essayer d'amener un petit peu la boulangerie dans Charlevoix aussi avec des points de vente un peu plus, clairement. Puis des projets, bien, il y en a toujours. Fait qu'on va développer ça avec nos boulangers à suivre. Suivez-nous là-dessus. On a des idées plein la tête, mais on ne partira pas en peur ni en lion non plus. Il faut conserver les acquis, puis il faut bien travailler ça. Et puis, on a fait l'acquisition d'un nouveau boulanger. Un nouveau boulanger qui commence en même temps que lui. Donc, lui, ça va être sa première cuite. Exact. Fait qu'avec lui, puis avec le boulot de boulanger en place, là, on va essayer de développer des bien belles choses. Au-delà du strict achat de l'entreprise, Francis Boudreau conçoit cette reprise comme un engagement envers son milieu de vie. Bien connu dans ma communauté, puis je suis assez engagé et j'ai l'île tatouée sur le cœur à la défendre où ce qu'il faudra la défendre. Et puis, j'en connais la réalité. L'île, on sort de l'île, mais on ne sort pas l'île de nous jamais. Puis, on va travailler dans ce sens-là, puis l'île, on va la faire connaître encore plus avec nos produits. Elle m'a tellement donné de belles histoires, cette boulangerie-là. Fait que on ne peut pas la laisser partir comme ça. Puis il me donne l'opportunité, tu sais, de m'en aller tranquillement. Ça, c'est un rêve, là. Ce que j'aurais peut-être pas pu faire avec d'autres qui ne comprennent pas que Made in Low-Cood, c'est Made in Low-Cood. C'est l'accueil, c'est la connaissance, c'est le partage. C'est tout ça, les Low-Cood. En cette fin de chapitre, Noëlan Harvey souhaite adresser un dernier message à sa fidèle clientèle. Merci à la population de l'île, merci à la population de Charlevoix qui m'a suivi dans mon histoire pendant ces 19 ans-là. Puis je vous demande de venir voir Francis parce qu'ensemble, bien, on a encore des choses à dire. À l'occasion de la Semaine des bières des microbrasseries du Québec, Guy Jacques de TV-CRA s'est rendu à Saint-Jacques-de-Leeds visiter la microbrasserie artisanale Griendel. Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Nous nous trouvons aujourd'hui à Saint-Jacques-de-Leeds et dans le cadre de la Semaine des bières de micro du Québec, nous sommes à la brasserie Griendel pour assister finalement à voir un peu comment tout ça se passe. Et aussi, c'est aujourd'hui le lancement de la bière Osgood, qui est une bière, finalement, de soif, qu'on disait, au fond. Oui. Aussi à tendance printanière, conçue avec les fleurs de sureau des cultures Maroc qui sont situées pas très loin d'ici. Nous allons donc vous présenter le tout. Je suis en compagnie de... Martin Parot. Bonjour, M. Parot. Allô? On va commencer tout de suite... Finalement, comment a commencé l'aventure de la brasserie? La brasserie est en deux histoires, en fait. Il y a un morceau de l'histoire de la brasserie qui est à Québec, qui commence en 2015 et qui se poursuit jusqu'au printemps dernier, en fait, jusqu'au printemps 2024. Printemps 2024, on finalise la séparation de l'entreprise en deux. On aménage la brasserie ici à Saint-Jacques-de-Leeds. On amène les équipements qui étaient à Québec depuis 2015 ici à Saint-Jacques-de-Leeds. Et à ce lieu de brassage-là, ce lieu de production-là, est associé le centre de dégustation dans lequel on se trouve en ce moment. Donc, ça va faire bientôt 1 an qu'on est à Saint-Jacques-de-Leeds et c'est un plaisir. C'est une deuxième vie, un peu une deuxième partie de notre histoire. Ouais. Comment tout ça a commencé, au fond? Bien, initialement, dans le fond, quand on était à Québec, on était 4 vieux chums qui s'intéressaient beaucoup à la bière, qui brassaient maison. Il y a un de nos amis, Olivier, qui lui était déjà dans le milieu brassicole depuis quelques années. Et on avait le goût de se lancer. Donc, on voulait faire une belle brasserie artisanale, une brasserie de quartier, dans le quartier Saint-Sauveur, en Basse-Ville, à Québec. Plusieurs défis post-COVID et un intérêt pour finalement avoir plus d'espace aussi,
pour brasser et un goût pour la campagne nous a amenés ici à Saint-Jacques-de-Leeds. Nicolas Baudouin, un de mes nouveaux associés, est un passionné de la région depuis longtemps. Il a grandi plus dans le Binière, mais il connaît bien le coin ici. Alors, il était content qu'on fasse ça ici. Puis ma conjointe est gérante ici, Annie. On habite à Saint-Jacques-de-Lys depuis 2021. Pour nous, ça allait de soi, en fait. On aime tellement le coin que faire ça ailleurs, ça n'aurait pas fait de sens vraiment. Là, une question qui m'intrigue. D'où vient l'origine du nom Griendel? Griendel, c'est un nom qu'on a choisi au début, là, en 2014-2015. C'est un petit peu avant qu'on ouvre à Québec. C'est une connotation allemande, en fait. Puis on voulait quelque chose qui a une résonance avec la culture de la bière. La culture de la bière, pas juste au niveau du soin du produit comme tel, la culture de la bière comme tout ce qu'il y a de convivial autour de ça aussi. Comment c'est social, comment c'est imbriqué dans les quartiers, dans la vie de quartier, dans la vie de village. C'est ça qui nous intéressait. Donc, vous êtes à Saint-Jacques-de-Lys principalement parce que vous connaissez certains endroits, vous restez déjà ici. Oui, bien, entre autres, c'est ça. Mais c'est une belle opportunité qu'on avait avec l'immeuble ici, qui est un ancien restaurant. Structurellement, c'était quand même relativement... Il y a eu des petits défis, mais relativement facile à aménager. Alors, ça, c'est des plus pour nous. Ouais. Combien de bières différentes fabriquez-vous? Beaucoup de bières différentes, mais à la fois, donc en même temps, au niveau des canettes, on a toujours au moins une dizaine de canettes différentes disponibles. Souvent, c'est plus, parfois, c'est moins. 8, c'est pas mal notre plancher. Puis je vous dirais qu'une quinzaine de bières différentes en canette disponibles en même temps, c'est pas mal notre plafond. Il y a beaucoup de ces bières-là qui sont saisonnières. Donc, il y a des bières qu'on fait plus automne-hiver et des bières qu'on fait plus à l'été. On lance la Osgood aujourd'hui. C'est une bière estivale. On a récemment lancé la Patel, qui est une blanche au citron meilleur et au poivre, qui est une autre bière estivale. C'est une bière qui est récurrente d'année en année, mais on ne la fait pas l'hiver. Qu'est-ce que vous diriez qui distingue vos produits des autres bières sur le marché? Bien, c'est sûr qu'on se distingue beaucoup des grandes bières commerciales parce qu'on a des vraies bières qui sont travaillées avec des bons ingrédients et qui ont du goût. C'est pas juste des bières là, insipides qui sont presque juste de l'eau sucrée, aromatisée. Alors, par rapport aux autres microbrasseries qui font des beaux produits aussi, nos produits se démarquent parce qu'ils sont très souvent faibles en alcool. Donc, pas sans alcool, mais faibles en alcool. C'est souvent des bières de soif. C'est des bières qui sont sèches, désaltérantes. Donc, ils ont moins de sucre résiduel. On n'a rien contre le sucre, mais au niveau du goût, on préfère quand c'est sèche. Et on travaille bien la céréale aussi, très bien la céréale. Puis on a beaucoup de variétés de produits. Donc, la Osgood, c'est une bière florale, une blonde florale, une blonde de soif. On a plusieurs sortes d'IPA, plusieurs bières sûres à différentes sortes de fruits. Mais on a aussi des Black IPA, on a des belles lagers, des belles pills, on a des bières plus marquées, typées anglaises aussi. On fait de la variété. Quand on parle d'une bière de soif, qu'est-ce qu'on veut dire? Au fond, c'est quoi comme particularité? C'est une bière qui est désaltérante, puis c'est une bière qui n'est pas trop forte en alcool. Puis quand je parle de désaltérante, c'est une bière qui n'est pas lourde. C'est une bière que, des fois, l'exemple que je donne dans des dégustations, des fois dans des marchés fermiers ou même des fois dans des supermarchés qu'on fait des dégustations, c'est le genre de bière que vous pouvez en prendre 2 en cuisinant, 2 en mangeant, 2 après avoir mangé. Ça ne va pas vous couper la faim. Vous allez sentir l'alcool. Ça ne va pas vous bourrer. Ça ne va pas vous écraser. Vous sentirez pas mal le lendemain. Vous allez avoir le goût d'en prendre plus que 2. Souvent, les bières plus costaudes, plus sucrées, après 1 ou 2, on passe à autre chose. Puis l'autre chose aussi, c'est que souvent, on fait des bières qui sont délicates. Donc, elles sont goûteuses, mais elles sont bien travaillées. Et c'est des bières qui sont plus faciles dans ce temps-là à associer avec des plats. Ouais. Fait que ça peut être plaisant pour les gens à la maison de se lancer dans une belle après-midi ou une belle soirée de cuisine puis de faire des plats qui sont capables de mettre en pairing avec de nos bières. En cette période d'incertitude économique, Marc Després de la Télévision de la Métisse discute des enjeux liés à la production locale en compagnie de David Soucy de la distillerie Métisse. Même pour distillerie Métisse, on peut dire que les gens sont de plus en plus conscients que l'on doit encourager le local pour soutenir notre autonomie alimentaire. Oui, puis tu sais, toute la partie production de spiritueux aujourd'hui au Québec, on a vu les gens justement dans les 5 à 8 dernières années avoir beaucoup plus d'intérêt pour faire un achat local. Depuis la pandémie, il y a une énorme réflexion aussi par rapport à ça. Puis je pense que dans toutes les sphères, autant dans la sphère de notre travail avec la distillation que dans la sphère de la consommation de nourriture,
c'est un sujet qui est vraiment d'importance. Pour quelle raison? Parce que cette souveraineté alimentaire-là, si l'utilisation de la matière première, elle est faite à proximité ou proche, on devient beaucoup plus autonome. Autant nous, chez nous, à la sélection de nos produits, on s'assure de faire le maximum pour aller chercher nos aromates locales, pour avoir cette identité-là. Mais au final, on se rend compte, même avec ce qui se passe aujourd'hui, que plus qu'on est proche de nos produits et de nos fournisseurs, bien, ça fait souvent une grosse différence au final. Parce que, bon, inévitablement, bon, si la politique peut venir vous aider, ben, c'est une bonne chose. Parce que les embûches sont nombreuses. En ce moment, avec ce qui se passe avec les États-Unis, on a vu qu'il y a vraiment une réflexion majeure à grandeur de la nation du Canada. Qu'est-ce qu'on voit, nous, chez nous? Il y a certaines discussions avec le gouvernement, entre les provinces en tant que tel, entre les gouvernements provinciaux, pour faire en sorte de peut-être débloquer toute la partie des ventes qui puisse se faire un peu plus de façon naturelle. On espère que ça puisse se faire de façon plus simple, c'est-à-dire de faire que la transaction puisse se faire entre la distillerie et le client, peu importe où au Canada. Pour nous, ça ferait une énorme différence, puis qu'on puisse faire en sorte aussi, en démocratisant ce marché-là, aussi de débloquer tout l'argent associé à ça. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on vend sur place à la distillerie, bien, la grande majorité du montant d'argent doit être remis au gouvernement de la province et remis au gouvernement fédéral. Bien, dans un contexte où il y aurait une vente à l'extérieur de la province, ou même après ça, même la vente à l'intérieur de la province reviendra au même niveau, bien, on espère pouvoir faire une différence. Parce que la distillerie, chez nous, on engage des gens locaux. On travaille avec notre matière qui vient de chez nous. Puis ça fait du développement local. Puis c'est la même chose pour une multitude de distilleries au Québec. Donc, on espère que si un jour il y a un changement, bien, qu'on puisse aller vers cette voie-là, puis de faire ça un peu plus simplement. Puis ça permet d'avoir aussi une relation avec le client. Parce que les gens, lorsqu'ils font une transaction directement chez nous, bien, ils savent qu'ils vont investir ou qu'ils vont collaborer avec cette entreprise-là. Puis c'est ce lien-là qu'on veut favoriser. Et à ce moment-là aussi, donc, lorsque l'on parle d'achat local, donc acheter directement à sa distillerie, donc c'est dur de faire mieux. Là. Bien, dans ce contexte-là, exactement. Puis nous, on invite, nos portes à la distillerie sont toujours ouvertes. Pratiquement, on est 6 jours par semaine en hiver, 7 jours par semaine en été. On trouve que c'est une belle vitrine pour la région parce qu'on le voit sur le plan touristique. Souvent, on le voit, les gens viennent et reviennent, viennent goûter nos produits. La dégustation, elle est gratuite. Ça fait un beau moment chez nous, on a fait en sorte, Yann et moi, nous sommes tous les deux originaires de la région. On s'est implantés ici dans la région, puis c'est pas pour rien parce qu'on est fiers de notre région. La distillerie Métis s'appelle comme ça, c'est pas pour rien parce qu'on est fiers d'où ce qu'on vient. Puis ça, on veut faire une différence dans notre région. Puis ça, on veut que les gens puissent goûter notre qualité, puis goûter la qualité de la Métis. Et bon, les péripéties de ce cher M. Trump, est-ce que ça vous cause beaucoup de misère? Bien, pour nous, actuellement, non, parce que dans les faits, le gouvernement du Québec a pris la décision de retirer les produits des tablettes de la SAQ, les produits américains. Nous, de notre côté, ça a permis de générer certains espaces pour des produits un peu plus de spécialité, dans plus de succursales, comme par exemple la sérum, qui est un produit fait à partir de sirop d'érable. Puis nous, on le prend avec un de nos très bons collaborateurs, Macabana Gaspésie, qui est acheteur autorisé. Donc, ça nous permet de pouvoir transformer le sirop d'érable chez nous, puis de faire une différence, encore une fois, sur le plan régional. Fait que cet espace tablette-là va nous avoir permis, justement, de faire découvrir ces produits-là un peu plus. Puis là, on va voir dans le futur comment ça va aller. Mais nous, on a c'est peut-être 1% de notre matière première qu'on va prendre aux États-Unis, pour exemple, des minéraux pour de la fermentation, parce que c'est des produits qui sont vraiment de spécialité. Mais sinon, tout ce qui va passer par la frontière en ce moment n'a pas d'impact sur ce qu'on fait. Et jusqu'à maintenant, donc, la distillerie, ça va bien? Oui, nous autres, on est le vent dans les voiles, on travaille fortement. L'été, on le sait, on se fait dire que ça risque d'être une belle été. Les gens risquent de faire en sorte de venir en vacances dans l'Est du Québec. Bien, nous, on est prêts pour ça. Encore une fois, on va avoir des beaux produits de spécialité. Cette année, on va sortir entre 2 et 3 nouveaux produits. Donc, les gens qui sont venus l'année passée vont avoir encore de nouveautés. Ils vont pouvoir racheter les bons produits qu'ils ont toujours voulu chez nous. Donc, l'objectif chez nous, c'est de faire vivre une belle expérience de vacances pour les touristes lorsqu'ils viennent. On sait, les gens viennent, prennent quelques bouteilles, font le tour de la Gaspésie, puis fréquemment, on le voit, nous autres, le lundi matin, les gens sont prêts à l'ouverture des portes, les gens reviennent, puis ils ramènent les vacances à la maison. Fait que nous, c'est ça. C'est un peu cette image-là qu'on transmet au Québec. Et à ce moment-là, bon, on sait comment s'est terminée malheureusement l'histoire de la distillerie Saint-Laurent du côté de Rimouski. Donc, certains vont dire, bon, ils sont chanceux, ils ont un concurrent de moins dans les pattes, mais non, il ne faut vraiment pas voir ça de cette façon-là. Non, exact. Pour nous autres, c'est pas positif d'avoir une distillerie de moins localement. T'sais, on avait aussi des amis à Saint-Arsène. Pour nous, on était tous un groupe de distillateurs qui font des produits identitaires puis uniques.
comme je le mentionnais tantôt. Chez nous, on était complémentaires, exemple avec la distillerie du Saint-Laurent. Même si on produisait des gins, nos gins ne se ressemblaient pas nécessairement. Les gens produisaient du whisky, nous on faisait de la sérum, faisait une petite liqueur d'érable. Puis lorsque tu fais vivre, l'important lorsque tu fais vivre une vacance à quelqu'un, c'est d'être faire en sorte de dire « Hey, cette région-là, c'était vraiment le fun. » Tu sais, on a fait plein de choses. Fait que le fait d'avoir des gens à Saint-Arsène, des gens à Rimouski ou à Pointe-au-Père, puis chez nous, bien, dans un petit rayon, ils peuvent avoir une multitude d'activités plaisantes qui vont se ressembler et pas, parce que la dynamique est différente d'une distillerie à l'autre. Ce qui fait que les gens vont se dire, bien, dans le futur, on va revenir là, au lieu d'aller ailleurs. T'sais. Fait que nous autres, cette dynamique-là, malheureusement, avec les fermetures qui se passent, bien là, on devient la première distillerie à l'est de Lévis qui est sur les pas. Maintenant, pour les marchés, je pense que c'est une question de saveur. T'sais, nos saveurs ne ressemblaient pas nécessairement à celles de la distillerie du Saint-Laurent. Il y a certains gens qui vont dire, ben moi, je vais continuer à boire local, donc ils vont choisir nos produits. Ça, on l'apprécie beaucoup, lorsque les gens ont fait cette transition-là. Mais on préférait avoir des bons voisins proches de chez nous, disons. Et bon, si quelqu'un veut venir goûter de vos produits, vous êtes ouvert quand, là, exactement? En ce moment, on est ouvert 6 jours par semaine. Sur semaine, on est ouvert de 10h à 16h pour la période d'hiver, en tant que tel, donc on est encore dedans. Et le samedi, c'est ouvert de midi à 4h. Donc, ou 13h à 16h. Donc, regardez notre horaire, soit sur Facebook ou sur Google. Dans le fond, cet horaire-là est mis à jour à toutes les semaines pour faire en sorte. Puis pendant l'été, bien, ça va être 7 jours sur 7, de 10h à 17h. Et à ce moment-là, donc, si les gens veulent venir goûter, c'est le cas de dire, on peut toujours les essayer sur place. Oui, exactement. La dégustation est gratuite. Les gens viennent, discutent avec nous. Ça nous permet de faire déguster nos produits. On regarde avec vous qu'est-ce que vous aimez comme produit. On va avoir des petites nouveautés. Puis on a aussi, nous, on a une visite à l'intérieur du chai qui est disponible. Fait que sur notre site web, il va y avoir un espace événement dans lequel vous pouvez vous réserver tout simplement une petite visite à la distillerie. On a une projection vidéo à la grandeur du chai. Fait que là, vous rentrez dans le chai, vous avez les odeurs, des alcools qui vieillissent doucement avec une présentation de vidéo de 15 minutes. Amenez votre famille, venez réserver ça, informez-vous, appelez-nous. On va tout vous expliquer ça, comment ça fonctionne. Puis ça permet d'avoir vraiment une belle expérience dans la région qui mérite d'être connue. Et les gens vont sûrement remarquer aussi, au niveau de la taillée, donc on a 2 formats maintenant. Il faut dire que c'est d'une expérience que l'on peut dire due à la SAQ, entre autres. Oui, exact. Dans le fond, l'entaille, c'est un produit que, justement, pour la SAQ, on voulait vraiment avoir un format où est-ce qu'au prix, que les gens pouvaient dire « oui, je vais l'essayer ». Mais nous, on le voit en boutique. T'sais, les gens, souvent, on demande, est-ce que les gens qui sont habitués de l'acheter, est-ce que tu voulais la petite bouteille ou la grosse bouteille? Bien, la grosse bouteille revient souvent pour une consommation personnelle. Mais le petit format devient avantageux aussi parce que lorsqu'on a un cadeau à faire ou un cadeau d'hôtesse pour une personne ou ils reviennent à la maison avec un produit pour faire un petit cadeau à quelqu'un qui leur donne un coup de main, bien, le format du 500 ml permet d'avoir justement toute cette belle partie-là. Fait qu'on arrive avec un format un petit peu plus petit. Fait que c'est magnifique. Bien, merci beaucoup. C'est tellement mignonne. Ben oui. Merci. Près de 12 000 seront en jeu à l'occasion du tournoi de golf du maire de Chandler, qui revient après quelques années d'absence. Jean-Denis Laperrière, de la télévision du Rocher-Percé, a rencontré les organisateurs du tournoi. Le 5 juillet prochain à Chandler aura lieu le tournoi du maire, un tournoi de golf en formule 4 balles meilleure balle, où les fonds recueillis iront à des organismes de la ville. De plus, 12 000 en bourse seront remis lors du souper qui suivra le tournoi. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue le 30 avril dernier. J'ai rencontré le maire de la ville de Chandler, Gilles Darèche, le directeur au développement des loisirs, de la culture et du récrotourisme, Yvan Berger, le coordonnateur culturel, Tommy Limburner, ainsi que le responsable de l'organisme L'Abstinence, Luc Legrellet, pour nous donner plus d'informations. La ville de Chandler relance le tournoi du maire. Ça veut dire, ça fait quelques années que c'était arrêté. Pourquoi le ramener? C'est quelque chose qui est important pour le milieu? Bien, c'est un événement majeur. Je pense qu'il y avait eu lieu, ça fait longtemps. Moi, je participais à ça quand j'étais maire de Saint-Vincent-de-Paul avant la fusion. Donc là, bien, écoutez, on a des ressources qui sont très actives, très proactif, dans le fond. Il y a des connaissances. C'est M. Tommy Limburner qui a déjà organisé ça. Donc, il ramène ça. Puis, je pense que ils sont capables ils ont une très bonne équipe. Donc, ça va faire du bien de ramener ce tournoi-là, qui est très rassembleur. Puis, avec l'abstinence. Donc, c'est pour venir en aide à des gens qui ont des problèmes de dépendance. Ça va être une bonne association, je pense. Et
ce qui est beau aussi avec ce tournoi-là, c'est que tous les fonds qui vont être ramassés vont servir à être distribués dans des organismes de la région. Oui, parce qu'ils font un gros travail, nos organismes communautaires, puis ils ont besoin de fonds. Ils n'ont pas toujours les fonds disponibles pour travailler, donc tout le bénévolat qui est donné dans ces organismes-là va être récompensé aussi. On va donner le maximum qu'on peut donner, puis je pense que c'est redonné au suivant. Yvan Berger, directeur des loisirs, pourquoi vous êtes embarqué dans une organisation de tournoi comme celui-là, sachant que c'est vraiment très gros comme organisation? Écoutez, on a une belle équipe en place. On a des gens qui sont qualifiés. On a M. Tommy Lindberner qui a été mentionné plus tôt. Gilles l'a mentionné. Tommy a eu beaucoup d'expérience dans le passé avec les tournois de golf. Donc, on trouvait ça intéressant de ramener ça. C'est pas le genre d'événement qu'on peut ramener si on n'a pas l'expertise pour gérer ça. Parce que ça demande un travail, un gros travail. Mais on a aussi toute l'équipe. On a Marie-Claude Prévost, Daniel Briand qui participe au tournoi aussi de différentes façons. Donc, on a une belle équipe en place. On est capable d'avoir des beaux projets comme ça. Puis c'est sûr que l'objectif du service des loisirs est toujours de se servir des attraits qu'on a localement et en faire profiter la population. Donc là, on a un beau terrain de golf à Chandler, puis je trouve que c'est super intéressant d'organiser un tournoi où les citoyens vont pouvoir participer, avoir du plaisir, se réunir, puis en plus, on fait ça pour une bonne cause. Donc, on a une belle équipe, on est capable de prendre en charge des projets comme ceux-là, puis on se lance là-dedans. Luc Legrelais, vous êtes responsable de l'abstinence, l'organisme qui participe à ce tournoi. C'est pourquoi que vous vous êtes associé au tournoi? Regarde, le tournoi du maire étant un événement qui est quand même assez majeur, le fait qu'on intervienne, nous, va permettre justement là, de travailler avec la ville à l'intérieur du tournoi. Puis on va en faire un événement majeur. Puis c'est sûr que normalement, on cherche toujours à faire le maximum d'argent pour aider les organismes, mais là, cette fois-ci, on a décidé d'aller vers les bourses, mais d'attirer une clientèle. Ça fait qu'on va voir ce que ça va donner. C'est nouveau. 12 000 $ en prix, en bourse et en prix, c'est excellent. Et puis, bien entendu, nous, ce qu'on a besoin aussi, c'est de faire connaître l'abstinence, puis de sensibiliser les gens au problème de la dépendance qu'il peut avoir autant dans la ville de Chandler que dans la MRC, que dans la région Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Tommy Lindberner, coordonnateur culturel, pourquoi les gens devraient participer au tournoi? Bien, les gens devraient participer au tournoi simplement pour la bonne raison que, je pense que la communauté gaspésienne, puis pas juste les citoyens de Chandler, on est des gens qui ont le cœur sans main puis qui veulent beaucoup s'impliquer puis redonner à leur communauté, mais souvent, c'est qu'on manque énormément de temps. Là, je pense que c'est la journée idéale pour le faire parce que en plus d'aller chercher un loisir qui est le golf, ben on peut le permettre pour courir la chance de gagner plusieurs bourses. On l'a dit plus tôt dans la conférence de presse, mais ça dépasse les 10 000 $ pour aller remettre à une cause ou un organisme qui nous tient à cœur. Puis ben ça vient combler un peu le fait des fois qu'on manque peut-être un petit peu de temps pour s'impliquer bénévolement. Mais là, on peut le faire d'une autre manière et d'une façon très ludique. Alors. Les organismes, est-ce que c'est... comment ça va fonctionner? Est-ce que c'est la ville qui va choisir à qui ils vont donner l'argent ou les organismes doivent s'inscrire ou une autre façon? Bien, en fait, les fonds qui vont être investis par la ville, nous, durant tout le processus d'organisation du tournoi, puis même un peu après, bien, on va s'asseoir à la ville, on va regarder les priorités, les besoins. On travaille déjà avec énormément d'organismes, là, nous, sur notre territoire de la ville de Chandler. Fait qu'on va vraiment s'asseoir, on va établir un plan, on va regarder les besoins puis les priorités de tout le monde, puis les opportunités qu'on a aussi pour remettre tous ces fonds-là. Puis à partir de ce moment-là, il va y avoir une décision qui va être rendue, puis ça va être annoncé là, publiquement sur notre site. Et le tournoi s'adresse vraiment à monsieur et madame tout le monde? À monsieur et madame tout le monde, les citoyens. On invite aussi toutes les organisations publiques ou privées qui sont partenaires ou collaborateurs avec la ville de Chandler à participer aussi. Puis ben, c'est une bonne manière de faire rayonner autant son entreprise, puis autant de montrer encore une fois qu'on a le cœur sur la main puis qu'on veut aider notre monde à aider notre communauté. Avez-vous prévu d'aller chercher des commanditaires pour cet événement-là? Absolument. On pense que c'est un événement qui va avoir besoin là, de la participation de tout le monde
et surtout les entreprises et les commerces de la MRC et de la région, en fait. Puis, en ce moment, on a un plan de visibilité là, avec une lettre de commandite qui est déjà prête, qui va partir dans les prochaines heures, même dans les prochains jours, qu'on va cibler les commerces. Puis, si jamais il y a des commerces qui savent déjà, qui aimeraient participer à ce genre d'événement-là, ils peuvent nous contacter là, directement 418-689-3307. Moi, directement, Tommy Limburner, pour discuter des possibilités de partenariat. On a un tableau de visibilité déjà monté, mais assurément, on est capable là, de monter quelque chose là, à la carte, là, si on veut, pour des commerçants qui voudraient donner un certain montant fixe ou quoi que ce soit. Donc, on a tout ça, puis les commerces de la ville de Chandler, de la MRC, du Rocher-Percé et de la région sont bienvenus à communiquer avec nous pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc, le tournoi, c'est le 5 juillet. De quelle heure à quelle heure? Ça va commencer là, tôt le matin, le 5 juillet. En fait, ça commence même avant ça, le 4 juillet, avec le 5 à 7 de lancement officiel. Puis le matin, là, aux alentours de 9-10 heures, là, que ça va commencer en formule shotgun pour les habitués de tournoi de golf. Formule 4 balles, meilleure balle. Et ça va aller là, jusqu'au souper, le soir, où est-ce qu'il va y avoir remise des bourses, remise de prix. Nos coprésidents d'honneur vont prendre la parole aussi. M. Legrélé va prendre la parole au nom de l'abstinence. Et il va y avoir un chansonnier aussi sur place pour agrémenter la soirée. C'était Jean-Denis Laparrière à Chandler. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La forêt du Suroît est en vedette dans le nouveau film du réalisateur André Desrochers. Et Chantal Bédard, de CSUR.TV, était à la première mondiale de ce film qui a pour titre « Des arbres et des arts ». C'est le 12 avril dernier à l'école secondaire CRV à Ormstown que s'est déroulée la première mondiale du nouveau documentaire du réalisateur André Desrochers. Intitulé « Des arbres et des arts », le film met en lumière les forêts du Suroît à travers des récits et des contes. C'était la première mondiale. Alors, c'est beaucoup de fébrilité. Comment qu'on se sent? Je me sens mieux. J'ai pas dormi depuis 2 jours parce que je voulais que tout soit parfait. Alors, je suis content parce qu'il est venu beaucoup de gens. Ce qui est intéressant, c'est que les gens ont comme accepté ma proposition que je leur ai offert, que les arbres leur parlent. Ah ouais, si les arbres pouvaient parler. Mais c'est-tu vraiment certain que, hors de tout doute raisonnable, que moi, la forêt, je communique pas avec vous? Comment vous avez aimé le film? C'est excellent, c'est un beau film. Oh. J'ai trouvé que c'était poétique, vraiment là. Est-ce que vous avez appris des choses sur votre région? Oh ben oui, l'histoire des platanes. J'avais entendu parler des platanes, mais là, je les ai vus, là, oui, vraiment, là. Non, c'est un film spectaculaire. Puis la suggestion de faire paraître ça dans les écoles, je pense que c'est un devoir de le faire. Et puis je trouve que la musique est très, très belle. Puis le fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs, les voix sont différentes, puis ça fait moins monotone. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a une belle réceptivité. Les moments où j'avais prévu où il riait, ça le rit. Et à la fin, ça fait 2 fois que je le présente, c'est un focus group. La musique de fin, les gens s'en allent pour applaudir au générique de fin. Ils n'applaudissent pas. La musique de Jérôme, elle vient envelopper tout le monde. Tout le monde attend, puis je suis content parce que tout le monde lit le générique. Tout le monde peut voir les nombreux collaborateurs qui m'ont aidé. Est-ce que vous pouvez me dire quels étaient les objectifs de la réalisation de ce film? Faire prendre conscience aux gens que les arbres, c'est aussi important que l'eau. On a tendance à penser qu'un arbre, c'est OK, on le coupe, c'est fini. Non, quand on coupe un arbre, on coupe un lien privilégié de toute la communauté qui est dans le sous-sol aussi et dans les airs. Alors, et comme j'avais jamais focusé sur les arbres dans aucun de mes films, j'ai toujours fait l'écologie complète. Cette fois-ci, je voulais vraiment qu'on focusait et que les gens comprennent qu'un arbre, ça a toute une implication sur notre survie.
C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. On espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.